Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon top de l'année 2019. J'ai donc quand même pas mal de titres à vous présenter puisque j'ai eu beaucoup de mal à faire mon choix, ma sélection. Il faut dire en même temps qu'en 2019 j'ai lu quand même environ 200 livres et une centaine de titres graphiques, ce qui est assez énorme. Et du coup je voudrais vous présenter aujourd'hui les 11 romans ainsi que les 6 graphiques ou séries de graphiques que j'ai décidé de vous présenter. J'espère faire tenir tout ça en une seule vidéo, je préférais, donc c'est parti, on va commencer tout de suite. On va commencer côté roman et on va commencer par les titres auxquels je n'ai pas mis un coup de cœur, auxquels je n'ai pas mis la note de 19 ou de 20 sur 20, mais une petite sélection des meilleurs titres auxquels j'ai mis la note de 18 sur 20, en tout cas ceux qui me sont le plus restés en tête au fil des mois. Et du coup voilà, je vais commencer par ça, je vais commencer par un titre en particulier qui a quand même pas mal fait parler de lui, et il s'agit de Circé par Madeline Miller. Il est sorti chez Pocket en 2019 et c'est un titre que vous avez sûrement beaucoup vu tourner cet été, et voilà, je ne déroge pas à la règle, je l'ai effectivement lu cet été. Dans Circé, en fait on va suivre tout simplement l'histoire de Circé qui est réécrite par Madeline Miller, et on va suivre du coup depuis sa naissance jusqu'à un certain âge, ce qui en même temps quelque chose d'assez paradoxal étant donné que Circé est immortelle. Donc voilà, mais on va la suivre en tout cas sur de très nombreuses années. On va la suivre dans ses relations avec les autres, dans ses relations surtout avec elle-même, avec son fils ensuite. Et donc voilà, on aborde à travers elle le thème de la magie, le thème de la sorcellerie, le rapport qu'elle a aux plantes, puisque c'est par les plantes qu'elle acquiert sa magie, le rapport à la féminité, à la maternité, aux relations amoureuses, etc. Enfin voilà, plein de choses que j'ai trouvé très intéressantes. C'est un récit qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé bien écrit et en même temps assez facile à suivre. Il y a sur la fin un petit glossaire en quelque sorte avec les différents personnages que je vous invite à lire, ça résume bien qui est qui les uns par rapport aux autres. Si vous connaissez un petit peu la mythologie mais pas tant que ça pourra vous aider. Je l'ai découvert seulement à la fin de ma lecture et ça aurait pu m'aider avant. Voilà. Mais une belle lecture, je comprends tout le succès qu'il a eu cette année. J'ai lu un autre titre qui a quand même un peu fait parler de lui aussi, il est sorti début 2019, il s'agit des Gratitudes par Delphine de Vigan. Du coup c'est son dernier roman qui est sorti en grand format actuellement. Dans les Gratitudes, Delphine de Vigan renoue vraiment avec tout ce que j'aimais chez elle, et surtout au niveau des rapports humains les uns envers les autres. Elle avait déjà publié Les Loyautés qui était sur le même thème globalement, mais Les Loyautés étaient assez sombres et m'avaient peut-être moins plu que les Gratitudes, que j'ai vraiment trouvé très touchant. Dans les Gratitudes on suit en fait l'histoire de 3 personnages qui sont reliés les uns aux autres, puisqu'on a une vieille dame qui commence à perdre l'usage des mots, l'usage de la parole. On a un orthophoniste qui va s'occuper d'elle, et puis on a une jeune fille qui a été élevée par la vieille dame. Et donc en fait chacun d'entre eux sont reliés effectivement par des relations, des liens de gratitude qu'ils éprouvent les uns envers les autres. Et j'ai beaucoup aimé tout ça, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. C'est un récit qui se lit très facilement, il fait à peu près 170 pages et comme vous pouvez le voir c'est assez aéré comme mise en page. Donc voilà, vraiment une belle découverte. Il est sorti normalement avec une jaquette que pour ma part j'ai pas reçue puisque je l'ai reçu un peu avant sa sortie. Mais voilà, vraiment un titre que j'ai beaucoup aimé, qui est tout à fait dans ce que j'aime de Delphine de Vigan. Ensuite, j'ai lu plusieurs titres d'imaginaire quand même, hein. Ça ne vous surprend peut-être pas trop sur cette chaîne. J'ai lu notamment le premier tome donc des Chroniques des 5 trônes, qui s'appelle Moitié d'âme par Antelme Moshkorn. Il est sorti en fin d'année, il est dans cette superbe édition que vous avez sûrement vu passer. Les avis dessus sont un petit peu partagés. Pour ma part, je fais clairement partie de ceux qui vont apprécier ce roman. On est sur un récit de fantasy assez lent, assez narratif, dans lequel on va suivre en fait un grand monde qui est séparé en 5 royaumes. On a les 4 royaumes qui ont été créés par les immortels, qui sont les royaumes du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver, et on a le royaume qui s'est rajouté quand les mortels sont arrivés, le royaume des aïeux. Et le principe dans tout ça, c'est que pour faire de la magie, il faut être 2. Et donc nous on va suivre dans ce récit qui se passe essentiellement dans le royaume de l'hiver, donc dans un grand froid, on va suivre voilà, différents personnages et comment est-ce que la magie se fait à 2, s'exprime à travers des couples, à travers des alliances, et je trouvais ça vraiment très chouette. C'est un type de magie qui me plaît beaucoup, un type de narration qui me plaît beaucoup, qui est un peu lent avec une écriture que je trouve très jolie. Vraiment voilà, ça a été une très belle découverte. Pour ma part elle a été complètement à la hauteur de cet objet livre et du coup j'en étais vraiment ravie. Effectivement donc c'est le premier tome d'une série, cette série sera normalement en 4 tomes, mais ce sont des tomes qui seront indépendants les uns des autres et qui parleront pour chacun d'entre eux de liens justement pour faire cette magie à 2, si j'ai bien tout compris. Donc voilà.
J'ai également lu en fin d'année Vers de lierre par Louise Lebars. On est à nouveau sur un titre d'imaginaire, mais cette fois-ci on est sur du fantastique, c'est aux éditions Noir d'Absinthe et c'est un récit qui est beaucoup plus court et qui a un joli petit travail éditorial avec des petites feuilles de lierre sur le haut des pages. Et donc dans Vers de lierre, on suit l'histoire d'un écrivain qui ne trouve plus l'inspiration et qui décide de retourner dans sa maison de campagne où il va faire la rencontre de plusieurs personnes et retomber sur la légende du ver de lierre et des lierreux, et il va s'intéresser à tout ça et il va se faire embarquer dans toute cette histoire. C'est un récit également très bien écrit dans lequel on suit cet homme du coup et tout, enfin comment est-ce qu'il va se retrouver complètement embarqué dans tout ça, comment les légendes se mêlent au réel et comment le fantastique s'invite. J'ai vraiment beaucoup apprécié, comme pour Les Moitiés d'âme, ce sont des titres qui sont un peu à la limite quand même entre de l'adolescent et de l'adulte. J'ai beaucoup aimé les deux, je les ai trouvés très bien travaillés, en même temps ça reste des titres qui sont relativement accessibles je trouve. Donc voilà, de très belles lectures toutes les deux. Un autre titre qui pareil se classe peut-être un petit peu à la limite entre du grand adolescent et de l'adulte, pour le coup je le mettrais en grand adolescent. Il s'agit de La fille qui tressait les nuages par Céline Chevet, c'est le roman qui a gagné l'édition du PLIB 2019, j'étais ravie qu'il le remporte puisque c'est pour lui que j'avais voté. Dans ce titre il ne faut pas se fier à cette couverture toute rose, on n'est pas du tout sur une histoire toute rose. Ça se passe au Japon, on suit deux meilleurs amis et l'un d'entre eux, notre personnage principal, est sorti autrefois avec la petite sœur de l'autre et on comprend que cette fille a disparu alors qu'elle était jeune, que ça a été un grand drame et que le jeune homme a extrêmement de mal à s'en remettre et on va découvrir au fur et à mesure et bien, voilà, toute l'histoire qu'il y a derrière cette jeune fille, sur toutes les raisons de sa disparition, etc. Et on tombe sur une histoire qui n'est pas du tout toute rose. Voilà. C'était vraiment très chouette, c'était extrêmement surprenant, c'est surtout ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était très frais, c'est un premier roman, c'est une très très belle réussite. J'ai adoré ce récit, j'ai vraiment hâte de voir d'autres romans de Céline Chevet et voilà, comme je disais, j'étais ravie qu'il remporte le PLIB. Pour ma part, de mon point de vue, c'était entièrement mérité. Et le dernier roman dont je vais vous parler, donc auquel j'ai mis la note 18 sur 20, il s'agit de L'éblouissante lumière des deux étoiles rouges, l'affaire des cahiers de Victor et Nadia, par Davide Morosinoto, c'est aux éditions L'École des loisirs. On est sur un beau bébé et j'aime énormément ce récit, j'ai beaucoup aimé le récit et j'ai beaucoup aimé surtout, aussi tout le travail éditorial qui est fait et qui accompagne merveilleusement bien le récit. Dans cette histoire en fait on va suivre donc Nadia et Victor, ce sont des jumeaux, ils sont en Russie et leur ville, en fait je crois, si je dis pas de bêtises, ils sont à Leningrad et en fait la ville de Leningrad commence à être vraiment extrêmement attaquée et ça devient très dangereux pour les enfants d'y rester. Et du coup les parents de Nadia et Victor, comme beaucoup d'autres parents à cette époque, vont décider de mettre leurs enfants dans des trains pour les envoyer à la campagne en Russie pour essayer de les mettre à l'abri, pour les éloigner des combats. Et donc voilà, ils vont envoyer leurs deux enfants, ils vont leur mettre des carnets pour qu'ils écrivent dedans et pour qu'après, voilà, quand les parents vont les retrouver, qu'ils puissent revoir tout ça ensemble. Sauf que Nadia et Victor ne vont pas être placés dans le même train et vont être séparés. Et donc ensuite on va suivre toute l'histoire de Nadia et de Victor, comment ils vont s'en sortir, ce sont les enfants les plus débrouillards jamais vus. Et donc on suit tout ça en sachant qu'on a les passages de Nadia comme ça en bleu et les passages de Victor en rouge. Et comme vous pouvez le voir, on a des petites notes comme ça. On a également des photos, des cartes qui se mêlent dans le récit, enfin voilà, un récit assez interactif. Et puis on a également des passages, voilà, des passages comme ceci, puisqu'en fait nous, toute cette histoire, on va la suivre du point de vue d'un colonel, c'est le colonel Smirnov, c'est ça. Le colonel Smirnov en fait est chargé de lire justement tous ces cahiers pour décider si les jumeaux vont être acquittés, s'ils vont être innocentés ou s'ils vont être jugés coupables pour toutes les choses qu'ils font, puisqu'effectivement ils vont être amenés à voler, à faire plein de choses en fait qui sont condamnables. Mais voilà, il y a une réflexion de savoir est-ce que finalement ce qu'ils ont fait a mérité en quelque sorte tout ça, ou est-ce qu'on décide de les condamner. Et donc nous on va suivre tout ça au fur et à mesure et le colonel Smirnov du coup met des notes au fur et à mesure du récit pour dire par exemple là c'est marqué suspect, approfondir, ou telle chose, ça c'est un acte criminel par rapport à tel article de la loi, etc. Enfin c'était vraiment très intéressant, j'ai beaucoup aimé ce récit, je comprends pas qu'il ait pas plus fait parler de lui. On va pouvoir passer au coup de cœur, on commence avec les un peu plus petits coups de cœur, les romans auxquels j'ai mis la note de 19 sur 20 et je vous montrerai ensuite celui auquel j'ai mis la note de 20 sur 20 cette année.
en 2019. Tout d'abord, en janvier, j'ai découvert Toutes les histoires d'amour du monde par Baptiste Beaulieu. Baptiste Beaulieu est un auteur que j'adore, comme c'est le cas d'ailleurs pour les 4 titres auxquels j'ai mis la note de 19 sur 20, ce sont 4 auteurs qui sont pour moi quand même des valeurs sûres. Donc oui, Baptiste Beaulieu, j'avais adoré son premier récit qui était Alors voilà les mille et une vies des urgences. J'ai adoré son adaptation au théâtre que je trouve absolument sublime et j'ai beaucoup aimé ces 2 autres récits qui sont sortis entre temps. J'avais hâte de découvrir celui-ci. Dans celui-ci, Baptiste Beaulieu nous livre une partie de l'histoire de sa famille. Il nous la livre à travers le personnage de Jean, qui est un jeune médecin, et de l'histoire de son père et de l'histoire de son grand-père, qui s'appelle Moïse. Et en fait, on va retrouver au décès de Moïse, donc du grand-père, des lettres dans son... des lettres ou des carnets, des lettres, je crois, dans une malle dans son grenier. Et on va découvrir à travers ces lettres un volet, une image de Moïse qui n'est absolument pas celle que toute la famille a de lui, puisqu'on y découvre un homme extrêmement romantique, extrêmement amoureux et très doux, alors que tout le monde en a une image un peu taciturne. Et donc voilà, il y a une grosse différence en fait entre les 2 hommes, qui ne sont finalement que le même, et tout ça va être découvert tout d'abord par le père et puis ensuite par le fils, et ensuite ils vont échanger dessus et on va voir justement tous les rapports entre les liens père-fils, l'impact que ça a au fil des générations, toutes les histoires, etc. Et puis on a donc cette histoire avec cette femme qui s'appelle Anneliese Schmidt pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a marqué du coup vraiment l'histoire de cette famille. Et Baptiste Beaulieu en fait dit que cette histoire c'est aussi une bouteille à la mer pour essayer de retrouver cette Anneliese Schmidt qui a tant marqué sa famille et qui a ensuite complètement disparu. Donc voilà, c'était vraiment un très beau récit, j'ai beaucoup aimé, j'ai un petit peu pleuré au début. Le début quand je le disais, je me disais bon c'est pas mal. Et puis on commence petit à petit à découvrir toute l'histoire du grand-père. Vers le milieu, j'ai pleuré, et puis vers toute la fin, j'étais en larmes en continu. Voilà. Mais c'était vraiment une très belle histoire. Ensuite, vers mars, j'ai découvert Sentinelle de la pluie par Tatiana Droney, une autrice que j'aime beaucoup, que j'avais pas lu depuis un certain temps, et j'avais hâte de découvrir celui-ci. J'aime beaucoup d'ailleurs l'effet qui a été fait avec les gouttes de pluie sur la couverture. Dans Sentinelle de la pluie, on suit un personnage principal qui s'appelle Paul, qui fête son anniversaire en même temps que l'anniversaire des 40 ans de mariage de ses parents. Pour ça, ils ont décidé de réunir toute la famille à Paris lors d'une soirée. Et donc en fait, les 2 parents qui habitent dans le sud de la France, le fils, donc Paul, notre personnage principal, qui habite à New York, sa sœur qui habite à Londres et qui a une grande fille, se rejoignent à Paris pour fêter ses anniversaires. Sauf que tout ça va se passer pendant la période du déluge à Paris. Donc tout est complètement inondé, et en parallèle de tout ça, de toute cette ambiance donnée par le déluge que j'ai trouvé génial, et de ces personnages extrêmement attachants, et bien on va découvrir toute l'histoire de leur famille, des non-dits, de coming out, de plein de choses. Enfin vraiment c'était un récit que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très touchant. Je me suis beaucoup attachée au personnage et à toute l'ambiance qu'il y avait. Ouais, vraiment pour moi ça a été une très belle découverte. Ensuite, j'ai lu Dîner à Montréal par Philippe Besson. C'est aux éditions Julliard. Celui-ci, par contre, il y a une petite précision, vous ne pouvez malheureusement pas le lire tel quel. Philippe Besson, en fait, a publié tout d'abord Arrête avec tes mensonges, qui est le récit de sa première histoire d'amour avec un jeune homme qui s'appelait Thomas Andrieux quand il était au lycée. Après Arrête avec tes mensonges, il a publié Un certain Paul d'Arigrand, qui est sorti en janvier 2019. Un certain Paul d'Arigrand raconte du coup une seconde histoire d'amour avec un certain Paul d'Arigrand quand il était étudiant. Et fait pas mal de références à Arrête avec tes mensonges, pour ça qu'il vaut quand même mieux avoir lu Arrête avec tes mensonges avant de se lancer dans Un certain Paul d'Arigrand. Ce sont 2 récits que pour ma part j'ai bien appréciés, mais vraiment j'ai préféré celui-ci. Et donc en fait Dîner à Montréal se passe vraiment plusieurs années plus tard, puisque ça se passe quasiment à l'époque actuelle et que Philippe Besson n'est plus un jeune homme. Et en fait il raconte comment il y a quelques années de ça, eh bien, il s'est retrouvé lors d'un dîner à Montréal en compagnie du fameux Paul d'Arigrand, de sa femme et de son nouveau compagnon à lui, et comment s'est passé ce dîner à 4 avec tous les non-dits qui sont ressortis à ce moment-là, toutes les choses qu'ils avaient voulu se dire étant donné que leur histoire s'était terminée un petit peu, un petit peu du jour au lendemain quand même. C'était ce qu'on découvrait dans Un certain Paul d'Arigrand, et donc on découvre toutes les choses après qu'ils ont encore à se dire et comment est-ce qu'ils essayent de les faire passer à travers un repas où on ne peut pas tout dire à tout le monde. Donc voilà, c'était vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé ce récit, je l'ai trouvé très bien fait et très bien rythmé, aussi parce que ça se passe juste le temps d'un dîner, donc ça va vite, ça se lit vite, et j'ai beaucoup aimé tout le récit qu'il y a dedans. Enfin c'était vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé l'écriture dedans qui est très drôle, assez piquante, donc ouais, vraiment voilà une belle lecture ici, et je trouve une très belle fin pour cet arc d'histoire. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais voilà, j'ai beaucoup aimé.
Et le dernier auquel j'ai mis la note de 19 sur 20, c'était à la fin de l'été 2019 et j'ai donc lu Pourvu que la nuit s'achève par Nadia Hachimi aux éditions Milady. Il est sorti en poche. J'ai beaucoup aimé tous les titres de Nadia Hachimi. J'avais commencé avec La perle et la coquille que j'ai adoré. J'ai lu ensuite Si la lune éclaire nos pas que j'ai adoré. J'ai lu son titre jeunesse Ma vie de Bachapoche qui était génial aussi. Et donc il me restait à lire Pourvu que la nuit s'achève. Elle n'en a pas ressorti d'autres pour l'instant. J'espère qu'elle en sortira d'autres. Dans Pourvu que la nuit s'achève, l'histoire se passe à nouveau en Afghanistan puisque c'est le pays d'origine de Nadia Hachimi ou en tout cas de sa famille, je sais plus exactement. Et on suit l'histoire de Zeba. Zeba en fait a été retrouvée un jour au pied de son mari qui vient d'être assassiné d'un coup de hache dans le dos. Et Zeba refuse de dire quoi que ce soit et elle refuse en fait de se défendre tout simplement. Du coup tout le monde l'accuse, dit que c'est elle qui a tué son mari et elle est envoyée en prison pour femmes en Afghanistan, en sachant que bon, déjà les droits des femmes sont pas terribles mais en plus elle refuse de se défendre. Donc c'est quand même assez particulier. Et on va suivre également l'histoire de Youssouf qui est un jeune avocat afghan qui a fait ses études aux États-Unis et qui est revenu en Afghanistan et qui va être chargé du coup de cette affaire et qui va devoir défendre Zeba, mais Zeba refuse de lui parler, du moins au début. Et donc nous on se pose forcément plein de questions pour savoir pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas parler, est-ce qu'elle l'a tué, et on découvre également toute cette famille, toute la pression qui est mise sur les épaules de Zeba, qui est cette femme en Afghanistan, tout le panel en fait des femmes en Afghanistan à travers toutes les femmes qu'elle va rencontrer en prison. C'était vraiment très chouette sur la condition de la femme. C'est un roman c'est un roman actuel qui se passe maintenant et pourtant on se dit que c'est pas possible que ça se passe maintenant. Enfin voilà, c'est un roman vraiment très fort et je m'attendais absolument pas à ça sur la fin. C'est pas une révélation genre waouh, mais il y a quand même une révélation de savoir pourquoi est-ce qu'elle s'est tue et c'était très fort et c'était très bien fait et c'était génial et voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce titre. Et pour terminer, le roman auquel j'ai mis la note de 20 sur 20, il n'y a pas un grand suspense puisque je vous l'ai présenté très récemment. Et il s'agit de Nous les filles de nulle part par Amy Reed. Je l'ai lu tout fin décembre, c'était une de mes dernières lectures de l'année. Et c'est effectivement un titre auquel j'ai décidé de mettre la note de 20 sur 20, bien qu'il y ait certaines petites choses que j'ai pas trouvées parfaites. Mais pour autant, c'est un récit que j'ai trouvé tellement important et tellement différent de ce qui se fait d'habitude. Voilà, que j'ai envie de défendre ce type de récit, j'ai envie que ce type de récit sorte plus et qu'on entende plus ce genre de discours en fait. Dans Nous les filles de nulle part, on suit 3 filles qui sont dans un lycée aux États-Unis. On en suit une au départ qui, je sais plus comment elle s'appelle, qui est une jeune fille en fait qui vient d'emménager dans une nouvelle ville. Et comme elle vient d'emménager, elle sait pas trop quelle place prendre. Elle a du mal à trouver sa place dans le lycée. Elle s'appelle Grace du coup. Grace elle a du mal à trouver sa place dans le lycée et puis elle vient d'emménager dans la ville et elle a emménagé dans une maison qui est la maison d'une jeune fille qui a dû déménager puisqu'en fait cette jeune fille a dit qu'elle avait été violée lors d'une soirée par des joueurs de football américain du lycée et tout le monde en fait l'a pugilée elle. Tout le monde a dit oui mais c'est toi, c'est parce que t'es une pute, c'est parce que tu l'as cherché, de toute façon les joueurs de football américain sont hyper défendus par le système etc. Enfin bref. Et du coup c'est elle en finale qui a été amenée à partir et les joueurs de football n'ont absolument pas été inquiétés pour ce qui s'est passé. Grace va découvrir tout ça en arrivant et se sent investie d'une mission en quelque sorte. Elle veut que justice soit rendue à cette fille, même si elle n'est plus là, elle veut que les coupables soient punis, que ce soit dit, que ce soit dénoncé, et pour ça elle va se rapprocher de 2 jeunes filles qui sont un petit peu en marge de tout ce qui se passe. On a le personnage de Rosina qui est une latino, et le personnage d'Erin qui est une jeune fille un petit peu particulière. Et donc voilà, les 3 se rapprochent et décident au départ de fonder le club des filles de nulle part, qui est un club dans lequel elles vont ouvrir la parole avec les autres jeunes filles du lycée pour dire ce qui ne se fait pas, ce qui n'est pas normal, pour parler du consentement, pour parler du rapport à la sexualité, parler des rapports de force, etc., enfin de féminisme et de toutes ces choses, et c'était tellement bien fait et j'ai adoré le fait qu'il y ait une très grande diversité de points de vue dans ce récit et que, parce qu'on a eu 3 points de vue principaux de ces 3 jeunes filles et puis on a quelques autres points de vue qui sont un peu plus rapidement traités et puis en fait on voit comme on n'a pas besoin de tous penser à la même chose, on n'a pas tous le même avis dessus mais pour autant il y a des choses qui sont primordiales, qui sont le consentement, qui sont l'égalité, le fait de dénoncer quand il y a quelque chose qui n'est pas normal, etc. Donc voilà, et tout ça c'était vraiment au centre du récit et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Après, il y a un côté très lycée américain, un petit peu trop lycée américain pour moi, mais vraiment ça a été une excellente lecture et je vous la recommande très vivement.
Voilà donc pour les romans, on va pouvoir passer au graphique. Côté graphique, j'ai 6 titres du coup à vous présenter, 6 titres ou 6 séries à vous présenter. Je vais commencer par un manga, c'est le seul que j'ai mis dans ce top et c'est un manga qui a pas mal fait parler de lui en 2019. Je m'excuse de vous rabâcher encore une fois les oreilles avec. Et il s'agit de Magus of the Library, c'est publié aux éditions Kiun et le premier tome. Donc ici c'est le premier tome, c'est écrit par Mitsu Izumi et on est sur une histoire dans laquelle on suit le jeune personnage de Shio, qui est cet enfant au départ, qui n'est pas issu de l'ethnie principale et qui du coup est refoulé à différents niveaux de la société et notamment pour accéder à la bibliothèque alors que c'est un jeune garçon qui est fan de livres et comme il est issu d'une famille très pauvre, ils n'ont pas accès aux livres en dehors de la bibliothèque qui est censée être un lieu gratuit pour tous et il va rencontrer dans son village les Kauna qui sont ses bibliothécaires qui viennent de la grande bibliothèque extrêmement fameuse qu'il y a dans cet univers et voilà, c'est un grand rêve pour Shio, d'autant plus quand il va les croiser, ça va vraiment faire naître une vocation en lui, il veut devenir bibliothécaire, il va passer les concours et devenir bibliothécaire, c'est son objectif dans sa vie. Dans le premier tome, on suit donc sa rencontre avec les bibliothécaires quand il est enfant, le second tome se traite son voyage, et le troisième tome traite des épreuves. J'ai beaucoup aimé ces 3 tomes qui sont sortis pour l'instant, j'aime beaucoup le style de dessin qui est assez détaillé. On est sur un titre qui mélange vraiment du coup l'amour des livres et en même temps un univers un peu oriental et que j'ai trouvé vraiment très chouette. J'aime beaucoup le style de dessin, ce sont des dessins qui sont vraiment détaillés, un univers très riche. Donc vraiment voilà, une très chouette série que je vous recommande de découvrir si ce n'est pas encore fait. Ensuite je vais vous parler d'un roman graphique et il s'agit de La fille dans l'écran par Manon Devaux et Lou Luby, c'est publié aux éditions Marabule. Il est sorti lui aussi en 2019 et c'est un titre dans lequel on suit 2 jeunes filles qui s'appellent Marley et Colline. Colline vit en France, Marley vit à Montréal et les deux vont se mettre en fait à échanger sur les réseaux sociaux puis elles vont prendre petit à petit pas mal de place dans la vie l'une de l'autre. On a quand même un gros indice sur la couverture et petit à petit donc elles vont vraiment échanger, elles vont voilà, prendre de la place dans la vie l'une de l'autre et jusqu'à finalement rencontrer cette fille qui est dans l'écran. Et ce que j'aime beaucoup en fait c'est que c'est un récit qui est comme ça avec les 2 planches en fait où à chaque fois la page de gauche est dessinée par Manon Devaux et la page de droite par Lou Luby avec chacune du coup leur personnage principal et qui montre aussi la différence d'humeur des deux etc. Et puis petit à petit on a des incursions de l'une dans les pages de l'autre et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. J'aime beaucoup la collaboration qui a été faite du coup entre ces 2 dessinatrices et l'ouvrage qui en est sorti. J'aime beaucoup les messages dans l'ouvrage d'acceptation de soi, de faire les choses pour soi et pas parce qu'on nous les impose, parce que voilà, c'est pas parce que t'es depuis longtemps avec quelqu'un que du coup forcément tu dois trouver ça bien, c'est pas parce que t'es avec quelqu'un que tu dois abandonner tes passions, etc. Je trouvais ça vraiment très chouette. Ensuite, on a un album. Alors pour le coup, celui-ci, je ne lui ai pas mis de coup de cœur à l'époque, mais maintenant j'en mettrai clairement un. C'est une bande dessinée que j'ai trouvée absolument magnifique et que j'ai adorée. Il s'agit des Fleurs de Grand Frère par Gaëlle Guenillet. C'est aux éditions Delcourt et dans cette histoire qui est faite du coup par la toute jeune Gaëlle Guenillet, on suit l'histoire d'un jeune garçon qui va se réveiller un matin avec des fleurs qui lui poussent sur la tête. Et à travers cette métaphore, c'est juste une métaphore de la différence que nous fait passer Gaëlle Guenillet et de l'acceptation de sa différence. Et c'était une très jolie bande dessinée avec des couleurs juste superbes, des messages hyper doux, hyper mignons et c'était trop chouette et j'ai adoré. Enfin voilà, et il y a quand même quelques planches un peu plus sombres, je vous ai montré que des planches très colorées. Mais vraiment voilà, j'ai vraiment adoré ce récit, je vous le recommande très grandement, j'ai trouvé ça vraiment super chouette. Que ce soit dans les dessins, dans les couleurs, dans les messages, enfin vraiment j'ai adoré. Ensuite, il y a une série dont je vous ai pas mal parlé quand même cette année, une série de comics, il s'agit de la série de comics The Wicked plus The Divine. C'est pas forcément une série hyper connue, mais pour ma part je l'ai découverte complètement par hasard et j'ai adoré. Il y a actuellement 8 tomes parus en anglais, il y en a 6 pour l'instant de traduits en français. Les traductions continuent, j'ai lu pour ma part les 4 premiers qui forment le premier arc narratif. Dans cette histoire, dans ce comics qui est fait par plein de personnes différentes, on suit en fait des histoires de récurrence, à savoir que tous les 90 ans, il y a 12 nouveaux dieux qui s'incarnent dans le corps de 12 jeunes adultes ou adolescents. Ces 12 dieux vont connaître une apogée énorme, un succès phénoménal, la richesse, enfin bref. Ce sont des superstars, mais vraiment des superstars mondiales, planétaires, et enfin voilà, ce sont des personnes extrêmement populaires, sauf qu'ils vivent que 1 an.
Au bout d'un an, tout le monde meurt, et puis 90 ans après, on a un nouveau panthéon, etc. Et donc nous, on suit tout au moment où voilà, il y a un nouveau panthéon qui se déclare, il y a quelques nouveaux dieux qui viennent d'arriver, enfin qui viennent de se réincarner, et on suit tout ça, et on suit également le personnage de Laura, notre héroïne, qui est hyper passionnée par tout cet univers. On est sur des planches très colorées, avec un style de dessin assez simple, mais que pour ma part j'aime beaucoup. Il y a juste le tome 3 qui n'est pas tout à fait sur les mêmes styles de dessin, puisque dans le tome 3, il n'y a pas un seul dessinateur mais plusieurs, et du coup voilà, j'ai un peu moins apprécié le tome 3, mais sinon globalement c'est une série que j'ai beaucoup appréciée, qui est je trouve assez originale et que je vous recommande de découvrir si vous ne la connaissez pas. Après, il ne me reste plus que 2 titres. Tout d'abord, une série de bandes dessinées pour les enfants cette fois-ci, et il s'agit de la série Des Lumières dans la Nuit par Lorena Alvarez, qui est une dessinatrice colombienne, si je dis pas de bêtises. Et voilà, avec ces 2 couvertures super chouettes, j'adore ce récit. Au dos de l'un des deux, c'est marqué: ce conte délicieusement dérangeant est narré avec humour et imagination. C'est tout à fait ça. On est à la fois sur quelque chose de super mignon et de super creepy, avec l'histoire d'une petite fille qui va à l'école, qui n'est pas super passionnée par l'école, mais qui a un imaginaire absolument débordant, avec, voilà, on a aussi donc des planches complètement dans son imaginaire, et c'était super chouette. Ce sont des récits, 2 histoires du coup différentes, qui sont effectivement assez courtes, mais que j'ai beaucoup aimé, dans lesquelles il y a beaucoup de place dans l'imagination également du lecteur. Et c'était vraiment très très chouette, je vous recommande vivement la découverte. C'est une série que j'ai beaucoup aimée. J'étais très contente de voir que le tome 2 sortait rapidement après ma lecture du tome 1. J'espère qu'il y en aura d'autres, même si du coup, voilà, c'est vrai que vu que chaque histoire est indépendante, c'est pas forcément complètement indispensable, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Et pour terminer, je vais donc vous présenter mon plus gros coup de cœur de l'année 2020, et ça a été effectivement un roman graphique. C'est un roman graphique que je vous ai présenté du coup en septembre quand je l'ai lu, et il s'agit de Tout va bien par Charlie Jane Moore. C'est aux éditions Delcourt, et quelle magnifique lecture ça a été. Ça a été une lecture extrêmement touchante, extrêmement émouvante. J'ai énormément pleuré en le lisant et c'est une lecture à laquelle je n'ai absolument rien à reprocher. J'ai tout adoré dans ce récit. J'ai beaucoup aimé le trait de dessin qui est très simple et qui est tout bleu. Voilà, tout est bleu dans ce récit. Dans ce récit, en fait, on suit le personnage principal de Ellie, qui vient d'avoir 20 ans, qui vit dans une famille dans laquelle c'est un peu compliqué. Ses parents sont divorcés, ça se passe pas très bien pour ses parents, on comprend que chacun de ses parents a des problèmes, que son frère se détache un peu de tout, que sa sœur est trisomique, ce qui apporte quand même pas mal de remarques de personnes, etc. Et puis Ellie, elle, est dépressive chronique, et elle en a marre en fait un peu de pas être comme tout le monde, et elle décide que la prochaine personne qui va lui proposer de sortir avec elle, elle dira oui. On s'attend au pire, on s'attend à ce qu'elle tombe sur la pire des ordures, et ce n'est absolument pas ce qui va se passer. Elle va tomber sur le personnage d'Archimède, qui est le personnage le plus bienveillant que j'ai pu voir dans un roman, je pense. Dans un ouvrage, c'est un personnage tellement bienveillant, tellement ouvert d'esprit, qui montre à Ellie qu'il y a d'autres manières de voir la vie, qu'il y a d'autres manières de voir le couple, les relations, etc. Et c'était tellement bien fait. J'ai adoré toute la galerie de personnages. On a également Holly, la meilleure amie, qui est super chouette. Et voilà, à travers tous ces personnages, en fait, ça permet de traiter de plein de thèmes, comme je disais, la dépression, l'anorexie également, qui est mentionné quand même, je trouve, le vaginisme, le polyamour, la trisomie avec sa sœur. Enfin vraiment voilà, il y a plein de choses qui sont abordées dans ce récit, et tout est tellement bien fait, avec une ouverture d'esprit par-dessus tout, et c'est un récit autobiographique, voilà. Et c'était vraiment génial, j'ai adoré, je ne peux que vous le recommander. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. Elle a été très longue, je m'en excuse, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces titres qui ont été tous de très belles lectures, de très belles découvertes. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!